L'Eswatini, petit royaume africain situé dans le sud du continent, jouerait-il un rôle dans la contrebande d'or et le blanchiment d'argent en Afrique australe? Des interrogations émergent après l'enquête intitulée Swazi Secret, révélation sur une fraude institutionnalisée en Afrique australe. Des investigations menées entre autres par les journalistes du magazine Jeune Afrique. Louise Margola, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au sein d'Africa Business Plus, au sein du groupe Jeune Afrique. Avec Olivier Holmet, vous avez donc enquêté sur l'Eswatini. Tout d'abord, comment ont débuté vos investigations? On a été contacté par l'ICIJ, donc le consortium international des journalistes d'investigation, qui a reçu un leak, une fuite de données issue du service de renseignement financier de l'Eswatini. Et voilà, plus de 890 000 documents ont fuité. Et l'idée était de les analyser pour voir s'il y avait des choses à en tirer. L'ICIJ nous a contactés. Nous sommes l'un de ces 7 médias partenaires qui sont notamment en Afrique australe, en Afrique du Sud, en Zambie, mais aussi des gens aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui ont tous enquêté sur ces documents. Alors, quel pourrait être le rôle de la dernière monarchie absolue en Afrique dans cette affaire de malversation financière? En tout cas, ce qu'on a vu grâce à ces fuites de données, pour rappel, en tout cas, donc, le service de renseignement financier fait des enquêtes sur les transactions financières qui se passent dans le pays, de son propre gré ou après des notifications de la part des banques, fait des rapports qui mettent au jour des soupçons, qui ne sont pas forcément des preuves de malversation, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'au regard de l'ampleur des soupçons qui étaient formulés par ce service, vis-à-vis de hauts dignitaires du pays, de membres de la famille royale d'Eswatini, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'ancien chef de l'État zambien, Edgar Lungu. Alors justement, parlons-en de l'ancien chef d'État zambien. Son nom est cité dans les leaks que vous avez pu analyser. Qu'est-ce qui lui est reproché précisément ? Alors, ce qui lui est reproché, en fait, dès 2018, le service de renseignement financier, pour le coup, de la Zambie, a eu des doutes sur le fait que de l'argent potentiellement acquis de manière illégale de la part du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État de Zambie, ait été utilisé pour acquérir des propriétés en Eswatini et voulait il voulait diligenter des enquêtes sur ce sujet. Elles ont mis beaucoup de temps à se mettre en place, après qu'en fait, il ne soit plus au pouvoir en Zambie. Et on se rend compte que potentiellement, ce qui lui était reproché, c'est d'avoir acquis un terrain, en fait, avec des associés aussi proches du pouvoir eswatinien. Et en fait, ces associés sont soupçonnés d'avoir utilisé de l'argent pour faire des activités potentiellement illicites. Swazi Secret, l'Eswatini, plaque tournante de la Gold Mafia, c'est le volet de l'enquête que vous signez. Oui. Dans ces investigations, on apprend que l'Eswatini aurait joué un rôle dans le transfert de fonds suspects entre l'Afrique australe et Dubaï. Quel pourrait être le rôle de ce pays ? Ce qu'on a analysé en particulier avec l'ICIJ, c'est 2 sociétés qui officiellement faisaient du commerce d'or ou du raffinage d'or en Eswatini, dans une zone économique spéciale qui leur a offert pas mal d'avantages, notamment des incitations fiscales comme souvent, mais aussi qui proposait d'avoir peu de contrôle sur les entrées et sorties de devises dans le pays. Et en fait, on se rend compte que ces 2 sociétés ont été utilisées, c'était les soupçons du service de renseignement financier d'Eswatini, mais qu'elles n'aient été utilisées que pour faire passer de l'argent depuis des sociétés en Afrique du Sud et autre part en Afrique australe vers Dubaï, sous couvert d'achat de lingots d'or, d'or en général. Et ils se sont demandé, il n'y avait aucun business model en fait pour ces sociétés, et donc il y avait des soupçons de blanchiment d'argent. Des poursuites judiciaires ont-elles été engagées contre les personnes citées dans cette enquête ? Comme je le disais, en fait, le service financier évoque des soupçons. Et en fait, lui, il fait des rapports sur ces sujets et il notifie d'autres institutions qui, elles, doivent de temps en temps faire des enquêtes plus poussées et peut-être prendre des mesures, faire des poursuites contre les personnes citées. Or, on se rend compte, en fait, dans notre enquête, c'est ce que l'on dit, que mais en fait, très souvent, rien n'a été fait. Des soupçons ont été donnés. Comment ça s'explique ce qui pourrait apparaître comme un manque d'implication de la justice sur ces affaires ? En tout cas, ce qu'on a relevé et ce que relèvent même des rapports qui sont lus et qui viennent de cette fuite de données, c'est des lenteurs, des manques de capacité, à la fois de moyens financiers, mais aussi de capacité en ressources humaines, manque de personnel qualifié.
et aussi une interférence souvent du pouvoir politique, comme on en a parlé sur l'affaire Edgar Lungu. Des soupçons dès 2018, mais on attend la fin de, après qu'il ait quitté le pouvoir pour diligenter des enquêtes. Et en Eswatini, pareil, on se rend compte que certaines personnes très hautes placées dans le gouvernement, des parlementaires, des ministres, etc., des membres de la famille royale sont soupçonnés, mais que souvent rien n'est fait. Toute une partie de votre enquête est consacrée notamment au rôle des banques, notamment celles qui sont situées en Afrique du Sud. Aurait-elle manqué de rigueur face à ces soupçons de malversation au sein de leurs établissements ? C'est en tout cas ce que dit le service de renseignement financier, à la fois d'Eswatini, mais d'autres. On parle dans cette enquête de Standard Bank, de Nedbank, donc vraiment des gros acteurs du secteur bancaire en Afrique australe. Elles ont été soupçonnées de ne pas... Il leur a été reproché de ne pas mettre en place assez de mesures de contrôle, de surveillance vis-à-vis de certains clients dont on leur avait pourtant dit qu'ils étaient potentiellement alliés à du financement de terrorisme ou à du blanchiment d'argent. Et souvent, rien n'a été fait, ou en tout cas trop tard. Enfin, sait-on à combien s'élèvent les fuites illicites de capitaux en Afrique ? Non, pour le coup, on n'a pas, en tout cas dans cette fuite de données, on n'a pas les données précises, mais c'est vrai que des institutions estiment à environ 80 milliards de dollars les fuites de capitaux illicites sur tout le continent africain. Louise Margolin, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de votre enquête intitulée Swazi Secret, First Bank, Randstad ou encore Swazi Secret, révélation sur une fraude institutionnalisée en Afrique. Une enquête dans 4 épisodes et qui est à lire sur le site jeuneafrique.com. Merci à vous. Merci à vous.